Carlos Lopez, bonjour. Bonjour, Hicham. Vous êtes connu par notre réseau, par la presse, ce qu'on publie régulièrement dans nos publications. Vous êtes universitaire, je rappelle, et vous êtes vraiment un homme qui est dans l'influence par le pouvoir de connexion et surtout cette relation avec les décideurs. Expliquez-nous un peu cette méthode, ce pouvoir d'influence que vous exercez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez nous détailler votre manière de faire et surtout, quels sont les secteurs qui sont concernés? Alors, c'est un réseau qui s'est établi à fur et à mesure que j'avais accès à un certain niveau d'information, mais aussi à des contacts. Et je crois qu'une bonne partie de ce réseau est devenue plus influent à partir du moment où j'ai travaillé avec Kofi Annan comme son directeur politique et sous-secrétaire général des Nations Unies. Et bien sûr, c'était quelqu'un qui avait une emprise sur un certain nombre de sujets qui étaient assez remarquables et avait aussi des contacts, surtout dans le continent, qui étaient assez particuliers. Donc, cela a permis vraiment de développer euh, tout une méthodologie qui vient un peu des enseignements que j'ai appris avec lui et donc qui m'a permis par la suite, avec différentes fonctions, de perfectionner en termes de pouvoir auprès des leaders, auprès de ceux qui ont de l'influence, avoir moi-même mon mot à dire, c'est-à-dire des contributions qui permettent Oui. de développer les propos qui sont les miens, ceux de la transformation de l'Afrique. Oui. Je rappelle que vous êtes le haut représentant de l'Union africaine auprès de l'Europe, de la Commission européenne. Euh, Est-ce que aujourd'hui on peut dire un mot, même si je préfère que vous parliez en votre nom personnel, c'est que les accords ont été signés et beaucoup de gens ne savent pas cette information en dehors d'un cercle d'initiés. Les accords ne sont pour le moment pas paraphés. Est-ce que ce vide, comment l'interpréter? En effet, j'ai été nommé haut représentant en 2018 pour accompagner les pays dans les négociations avec l'Union européenne dans deux domaines, continent à continent, mais aussi faire de sorte que les négociations de l'accord post-Cotonou ne soient pas en contradiction avec différentes positions et mandats de l'Union africaine. Euh, je n'exerce plus vraiment ces fonctions, même si officiellement ça n'a pas été acté. Oui, Et donc, ça me permet de parler avec une certaine liberté et dire qu'en ce qui concerne les accords de post-Cotonou, il n'y a effectivement pas de suivi par rapport à l'approbation formelle dans les différents États. C'est-à-dire, ça n'a pas été paraphé ni du côté africain, ni par ailleurs du côté européen. Donc, après deux reports qui sont déjà officialisés, un troisième qui sera certainement en cours, nous pouvons dire que ces accords suivent un peu la même trajectoire que les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et un certain nombre de sous-régions africaines qui ont pris énormément de temps pour être paraphés jusqu'à ce que on désiste un peu de le faire, avec une exception, celle de l'Afrique australe, mais avec des coûts politiques assez importants et pas avec l'inclusion de l'ensemble des pays de la sous-région Afrique australe. Donc, nous avons une espèce d'attitude de la part notamment des pays africains de signer ce que devient impossible de refuser, mais par la suite ne pas paraffer, donc là, pas mettre en exécution ces mêmes négociations. au-delà de cette dimension qui est très importante, mais
on voit que cet accord n'a pas l'ambition de cette relation immense entre l'Europe et l'Afrique. Plus de 30% d'échanges de l'Europe se fait avec l'Afrique, mais l'Europe a pêché par paresse et les Africains par démission en quelque sorte. Cette relation, elle est très émotionnelle, elle est très marquée par l'histoire. Elle nous amène à tout un tas d'initiatives qui sont toujours en train de proposer des rectifications ou des justifications qui sont de nature un peu politique et émotionnelle, sans vraiment toucher l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le fait que nous avons hérité d'un modèle colonial de dépendance des matières premières en ce qui concerne l'Afrique et une relation avec l'Europe qui est basée sur une interprétation de la théorie des avantages comparatifs, une théorie très chère aux économistes, mais qui est interprétée d'une façon erronée en ce qui me concerne, parce qu'elle voit toujours l'Afrique en fonction de ses ressources naturelles, pas de son potentiel de transformation économique et notamment d'augmentation de sa croissance pour que ça se traduise sur des niveaux de consommation plus élevés qui permettraient par la suite de considérer l'Afrique comme un terrain beaucoup plus intéressant du point de vue économique et des investissements. Donc, à cause de cet héritage qui ne change pas, tous ces accords ne touchent pas l'essentiel de la structure, c'est-à-dire la dépendance des matières premières. Et c'est pourquoi l'Afrique, dans la classification de la CNUSED, est la région avec la plus grande dépendance de matières premières, celles qui correspondent aux pays qui correspondent à 80% de dépendance. Et donc, si ces relations avec le partenaire principal de l'Afrique ne changent pas dans ce domaine, c'est vraiment très minime tout ce qui se fait par ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons plus regarder le partenariat entre l'Afrique et l'Europe comme étant un partenariat dynamique. En effet, c'est un partenariat qui est un peu daté, qui est marqué par le temps. Et le type d'accord comme celui de post-Cotonou montre justement qu'on ne sort pas d'une logique qui est complètement dépassée par les événements d'aujourd'hui. Mais les Africains ne savent pas négocier. On voit que quand même, il y a dans ce type de situation, l'Afrique doit conquérir son pouvoir de décision et surtout imposer ses choix et son regard sur la réalité. Oui, moi je dis souvent aux leaders africains qu'on n'obtient pas ce qui est juste dans des négociations, on obtient ce qu'on négocie. Et donc, il faut exercer un pouvoir de négociation qui manque un peu à l'Afrique. Donc, c'est un peu un manque d'ambition. Je crois que ça a été partiellement rectifié avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est un agenda qui est aspirationnel et qui est un agenda qui pose les jalons avec un certain niveau d'ambition. Donc, l'Afrique aura à la fin de ce siècle à peu près 30% de la population mondiale et donc elle doit avoir 30%, un tiers de l'économie mondiale si elle avait enfin la place qui est la sienne. Mais on est loin du compte et donc la trajectoire actuelle n'augure pas bien parce qu'elle ne voit pas encore des signes disons, de la part des Africains de se positionner avec beaucoup plus de force dans les différents domaines de la négociation internationale, notamment celle du climat. Avec la guerre de l'Ukraine, il y a un changement radical du paradigme qui s'opère devant nous. Peut-être ça va être difficile de pouvoir être auprès des intérêts de l'Afrique dans un contexte extrêmement difficile. Est-ce que peut-être pour avoir une idée sur de quoi l'Afrique a-t-elle besoin pour son développement venant de l'Europe. C'est peut-être une question essentielle, aller au plus près de ce que l'Afrique doit faire. Il y a une complémentarité évidente entre l'Afrique et l'Europe dans les trois méga-tendances mondiales, la démographie, la technologie et le climat. Pour ce qui est de la démographie, bien sûr, le vieillissement de la population de l'Europe
peut être compensé par la jeunesse africaine. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça se traduit par des migrations, parce qu'aujourd'hui, avec justement la technologie, on peut avoir des nomades digitaux, on peut avoir des télémigrants. Donc, on peut avoir toutes sortes de modalités qui complémentent ce manque de force de travail qui existe déjà en Europe dans beaucoup de domaines et qui pourrait être compensé par l'Afrique et pourquoi pas aussi dans le domaine des migrations avec une migration plus réglementée et plus contrôlée plutôt que transformant l'Europe dans une espèce de fortification avec des contrôles sécuritaires et avec une notion des migrations comme si c'était un problème seulement sécuritaire. Il ne faut pas oublier qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des migrations massives d'Européens vers d'autres parages et donc ce sont ces migrations qui ont contribué en grande partie pour, disons, l'essor de l'économie européenne post-guerre mondiale. Pour ce qui est de la technologie, bien sûr, on peut bien penser qu'il faut des écosystèmes, des systèmes régulatoires et beaucoup d'innovation et recherche et développement pour pouvoir avoir, disons, une place dans les développements technologiques. Mais tout cela doit se traduire aussi par un marché de consommation pour les produits technologiques. Et le plus il y a d'intensité technologique, le plus c'est appellatif pour les jeunes plutôt que les personnes âgées. Donc, avec la transition démographique européenne, il va falloir regarder ce marché de consommation qui est l'Afrique avec beaucoup de soins. C'est ce que font d'ailleurs les compétiteurs. Et finalement, pour ce qui est du climat, il y a une complémentarité pour la transition écologique, mais surtout énergétique. L'Europe a besoin de ressources énergétiques propres. L'Afrique peut les produire avec des coûts moindres que ceux qui éventuellement coûteraient des mêmes investissements en Europe. Mais surtout, il y a un potentiel gigantesque pour accélérer la transformation de la matrice électrique et qui n'est pas possible sans l'Afrique. Et donc, la question, c'est de savoir si on va continuer à traiter l'Afrique, même du point de vue énergétique, ou des minerais stratégiques pour la transition, en termes de approvisionnement de matières premières, comme c'était le modèle colonial, on va utiliser cela comme une potentialité qui intéresse aux deux parties pour la transformation économique du continent. Vous êtes associé en tant que grand connaisseur de l'Afrique et expert sur la conférence du financement de l'Afrique qui va avoir lieu au mois de juin à l'initiative de Macron. Mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? La première conférence n'a pas vraiment été efficiente en termes de résultats. Les DTS restent en rade, si je puis dire. Mais qu'est-ce que ça va apporter cette conférence? Je crois qu'il y a une prise de conscience qu'avec l'émergence climatique et les résultats peu probants des deux dernières conférences du climat, la COP de Glasgow et celle de Sharm el-Sheikh, que nous avons vraiment un problème énorme pour financer la transition climatique. Et ce problème ne va pas être réglé avec les règles du jeu telles qu'on le connaisse, et on les connaisse, et pas avec les instruments que les institutions financières internationales ont disponibilisés pendant la pandémie, qui montrent justement les limites. Et de l'autre côté, nous avons la guerre en Ukraine qui accélère cette confrontation idéologique et géostratégique entre l'Occident et surtout la Chine. Et avec cela, nous avons vraiment une tension qui se sent dans les mécanismes de production de biens publics communs et aussi de multilatéralisme. Donc l'Afrique, dans tout ça, a essayé de trouver une place qui soit un peu une place, disons, plus distante de ces tensions. Cela a commencé d'abord avec la pandémie, en essayant d'avoir un certain nombre d'instruments propres pour faire face à la pandémie parce qu'il n'y avait pas suffisamment de soutien et de solidarité internationale. Ensuite, ça s'est passé
aux problèmes énergétiques et finalement maintenant au problème même de accès à des aliments et au prix de certains engrais comme par exemple ceux qui sont en provenance de Russie. Avec tout cela, l'Afrique, elle doit vraiment trouver une forme de se positionner. Et la conférence que le président Macron va organiser avec le Premier ministre Modi de l'Inde, qui est l'actuel président du G20, est une opportunité pour pouvoir revoir un peu la donne. Et je pense que le président Macron, il a saisi l'opportunité parce qu'il y a vraiment une demande pour des réformes. Les gens ne Mhm. savent pas très bien dans quelle direction, il y a un certain flou, mais il y a une demande. Et cette demande, à cause des tensions géopolitiques, Mhm. peut éventuellement produire des changements intéressants. Et donc, les Africains doivent s'organiser pour pouvoir profiter de cette demande et profiter aussi de cette disponibilité politique pour pouvoir obtenir le maximum. Dans cette véritable fracture due à la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on voit une réorganisation en cours. Personne ne peut prédire comment ça va évoluer avec la volonté des BRICS, ces pays émergents qui essaient de trouver une alternative aux institutions financières internationales post-1945. Est-ce que vous croyez, vous, à cette, en fait, l'émergence de nouveaux instruments est-ce que vous croyez que ça va changer la donne et ça va être utile? Prenons le cas des dettes souveraines, Hichem, parce que souvent on considère que les pays africains ont beaucoup de problèmes de dettes. Effectivement, si on le voit dans l'angle purement de la capacité financière des États africains à remplir des obligations telles qu'elles existent, telles qu'elles sont étalées, c'est vrai, il y a un problème de dette. Mais si on regarde de plus près, on voit que la ratio de dette par rapport au PIB, par rapport à la taille des économies africaines, est significativement plus bas que la moyenne mondiale. La différence étant que la plupart des autres régions ont des instruments de politique monétaire que les Africains ne possèdent plus. Et pourquoi ils ne possèdent plus? Parce que l'ensemble des orientations économiques de ces 5 dernières décennies ont été pour que les économies africaines améliorent leur cadre macroéconomique pour pouvoir remplir leurs obligations externes plutôt que transformer leurs économies. Et pourquoi cela est important? Parce qu'à partir du moment où vous préoccupez plutôt des obligations externes, vous ne faites pas le nécessaire pour transformer, par exemple, le système des taxes, la fiscalité. Vous ne faites pas le nécessaire, par exemple, pour dépendre moins d'une source comme, par exemple, le pétrole pour les pays qui sont exportateurs de cette matière première, et ainsi de suite. Donc, nous avons un déficit de capacité de gestion qui résulte de la priorisation qui a été donnée au paiement externe plutôt qu'à l'économie interne. Ça va si loin que la plupart des pays africains n'ont même pas leur comptabilité nationale à jour, parce qu'au fond, ils dépendent plus de la projection qui est faite par le staff du FMI que de leur machine interne de planification. Ce qui est assez bizarre, mais qui montre justement cette déformation dont j'étale les raisons principales. Et Oui. donc, vous avez le problème de dette qui paraît vraiment unique à l'Afrique, mais il est unique parce que l'Afrique n'a pas accès à la liquidité que les autres peuvent disposer. Par exemple, si vous avez un pays qui croît à 10%, vous pouvez estimer que le risque vraiment de ne pas payer sa dette est plutôt bas. Mais même un pays avec 10% n'arrive pas à aller au marché et mobiliser les ressources nécessaires pour faire ce qu'on appelle le rollover, c'est-à-dire la continuation de refinancement de sa dette. Ce que tous les pays font. Mais les pays africains sont pénalisés parce que leur évaluation de risque est absolument exagérée, et ça c'est prouvé avec des études, parce qu'il y a un premium africain qui ne correspond pas aux données macroéconomiques, parce que dans des situations
comparables, les pays ont un traitement complètement différent. Le président du Ghana, par exemple, a évoqué l'exemple du Ghana qui n'a jamais fait un défaut jusqu'à récemment, mais qui était traité d'une façon comme s'il avait fait 5 défauts, comme l'a fait l'Argentine. Et donc, vous voyez un peu la différence de traitement. Dans ce mouvement brownien où tout bouge en termes de géopolitique, est-ce que peut-être dire un mot et définir ce mot à travers votre propre analyse sur est-ce que vous croyez, vous, ce qu'on appelle au sud global? On aime bien la rhétorique, mais est-ce que ce mot a un sens pour vous? Je me rappelle que quand on négociait l'agenda 2030 des Nations Unies, l'Afrique avait anticipé les positions de G77, le groupe des pays du Sud dans les Nations Unies, en ayant un canevas de ce qui était essentiel pour le continent avant que le G77 commence même à se réunir sur le sujet. Ça a fait toute la différence parce que l'Afrique a eu ces points adoptés d'une façon assez facile parce que les autres ne pouvaient vraiment pas manquer de solidarité par rapport aux positions africaines. Mais c'est une exception, Hichem. La Oui, plupart des situations que nous vivons dans les négociations internationales sont plutôt d'adoption par le groupe des pays en développement, ce qu'on pourrait appeler maintenant le Sud global, oui, de positions qui intéressent aux pays les plus influents, et l'Afrique qui suit souvent contre ses propres intérêts. Cela pour dire que les intérêts des uns et des autres ne sont pas exactement les mêmes. Aujourd'hui, par exemple, on discute pour les réformes de l'architecture financière internationale de ce qu'on appelle le Bridgetown Initiative, qui a été lancé par la Première ministre de Barbade. Il n'y a rien de mauvais dans les propositions qui sont celles du Bridgetown, mais ce sont des positions qui favorisent beaucoup plus les pays à revenus intermédiaires, dont nous avons quelques-uns en Afrique, mais la plupart sont plutôt des pays moins avancés. Donc, vous voyez que très souvent, l'Afrique, elle va un peu contre son gré ou contre ses intérêts, au nom de la solidarité sud-sud, avec les positions qui ne sont pas les meilleures pour le continent. visiblement, l'Afrique ne tire pas suffisamment les enseignements de ses erreurs et surtout de ses atermoiements. Absolument. Et je pense que quand on voit, par exemple, quel est le modèle de commerce qui intéresse à l'Afrique, la priorité absolue doit être celle de mettre en place son accord de libre-échange parce que nous sommes dans un monde qui devient beaucoup plus compétitif, où des chaînes de valeur vont être maintenant intégrées dans un concept de sécurité, un concept d'environnement qui pénalise les nouveaux entrants Mhm. et qui va justement introduire de nouvelles formes de protectionnisme. Donc, si l'Afrique ne s'organise pas et ne crée pas les défenses nécessaires pour mettre en place le commerce intra-régional, elle va souffrir encore plus de ces développements. Donc, voilà une démonstration Mhm. du fait que nous n'avons pas le sens d'urgence qui est nécessaire dans les Mhm. transformations qui sont en train de se passer. Avec vous, on a la chance d'échapper à l'hyper-dramatisation, mais il y a une question quand même qui mérite votre regard. Le terrorisme, on ne parle pas beaucoup de cette question qui, véritablement, ces dernières années, dévaste l'Afrique. Les crises, les conflits, les guerres. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée du coût de ces problèmes? Moi, je suis convaincu qu'il y a des raisons internes pour la recrudescence de la contestation qui prend différentes formes et dans le Sahel, elle prend la forme de terrorisme. Mais il y a vraiment une espèce de réaction d'une bonne partie des populations qui sont marginalisées contre les pouvoirs centraux parce qu'ils sont un peu laissés pour compte, la présence de l'État n'est pas sentie. Et disons, nous vivons dans une période
où les informations circulent et donc des choses qui étaient tolérables ne le sont plus. Donc il y a ces éléments et dans le cas du Sahel, il y a aussi le phénomène du pastoralisme qui a contribué beaucoup à l'isolement de certaines populations qui avaient des pratiques nomades et qui ont des grandes difficultés pour intégrer la modernité des transactions économiques. Et les États n'ont pas fait des efforts nécessaires pour les intégrer. Et donc, le niveau de marginalisation de ces populations est plus accentué. Et donc, ce n'est pas un hasard si dans la plupart des pays avec des grandes populations pastoralistes, nous avons aussi des conflits. Mais il y a aussi les éléments externes. Et dans les éléments externes, je vois que l'Afrique est devenue un peu un terrain de chasse pour des puissances moyennes qui veulent avoir de l'influence dans le continent et qui financent différents types d'actions. Donc, il y a une espèce de puzzle de différents intervenants dans ces conflits, tous avec un peu de renseignements, aucun partageant ces renseignements avec les gouvernements avec lesquels ils sont supposés être des partenaires. Et donc tout le monde est en train de regarder plutôt ce que fait l'autre, son concurrent, son compétiteur, du point de vue géopolitique, et utilisant l'Afrique un peu pour se positionner. Et Mais il y a donc je pense... urgence de penser et prendre à bras le corps cette question véritablement qui va handicaper peut-être le développement de l'Afrique. On voit le feu est dans la maison. Tout à fait. Je pense qu'on sous-estime le danger qui est déjà en train de s'installer. Donc, nous avons des problèmes qui sont connus. Nous avons des phénomènes comme, par exemple, le nombre de civils qui sont tués. Nous avons des statistiques sur certains types de trafic illicite. Nous avons des coups d'État. Mais je pense qu'on sous-estime encore les dangers parce que ça sera beaucoup plus profond, parce que ce qui est en train de s'installer, en anglais on dit proxy, c'est-à-dire il y a une espèce de guerre d'intermédiaires qui est en train de s'installer pour de bon et qui va durer longtemps, comme on a vu d'ailleurs se passer dans des parages autres comme en Irak, comme une bonne partie de la Syrie, ou l'Afghanistan, où jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vraiment des gouvernements qui contrôlent l'ensemble du territoire et qui sont complètement dépendants de différentes stratégies militaires. Et donc, nous sommes en train de voir s'installer la même logique dans le Sahel. Pour garder un peu d'espoir et terminer cet entretien sur une note optimiste, est-ce que les technologies nouvelles dans cette révolution digitale, c'est l'intelligence artificielle, et on voit déjà l'ébauche d'un changement et d'une transformation de choc. Et est-ce que l'Afrique va se saisir de ces moyens pour pouvoir rattraper son retard et entrer dans la modernité? Il n'y a pas de doute que jeunesse et innovation vont ensemble. Donc, même s'il y a des difficultés de toutes sortes, nous avons un exemple frappant qui, pendant la pandémie, 4 unicornes sont nés au Nigeria dans le domaine du commerce et électronique. Il y aura des sauts importants, comme tout le monde s'est passé avec les transactions bancaires mobiles et l'utilisation de la technologie avancée des drones dans l'agriculture en Afrique. Donc, il y aura des sauts. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de dire que les nouvelles formes d'économie que nous pouvons envisager dans l'avenir sont beaucoup plus verticales du point de vue géographique. Donc, on veut que les choses se passent le plus près possible de Oui. chez soi. Et donc, cela se traduit par économie circulaire, économie de partage, le gig economy, enfin, tous ces concepts demandent des pratiques économiques qui sont très répandues en Afrique. Donc, on a besoin d'une touche technologique pour les rendre plus appétissantes et pour les rendre surtout plus formelles, parce que ces différentes pratiques, elles sont informelles et donc elles ne contribuent pas à l'économie moderne.
C'est pourquoi j'insiste toujours que nous devons donner une priorité absolue à l'industrialisation du continent, mais tout en rappelant en complément que l'industrialisation, ce n'est pas seulement construire des usines, ce n'est pas seulement produire des manufactures. L'industrialisation, c'est la transformation nécessaire pour amener les échanges économiques à l'ère industrielle, à l'ère moderne. Et c'est ça que l'Afrique a besoin, formaliser ces échanges, et en les formalisant, elle peut effectivement se transformer. Et je pense que c'est la technologie qui va aider à cette transformation. Carlos Lopez, vous êtes universitaire, vous êtes un homme de réflexion et d'action, conseiller de beaucoup de décideurs. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je rappelle notamment, je recommande la lecture de votre livre L'Afrique et l'avenir du monde, Repenser le modèle, vraiment un livre revivifiant par l'approche et la réflexion. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À très bientôt.